le thème du webinaire que vous avez ici présenté. Qui suis-je? Donc, bon, ben, mon nom, c'est Philippe Bourgeon. Je suis coach agile. Voilà. Voilà. Et l'idée, c'est que nous allons… bon, Maxime a parlé du fait qu'on pouvait avoir une meilleure expérience en utilisant un device du style ordinateur, mais ce n'est pas exclu. Nous faisions le parallèle d'ailleurs avec les valeurs du manifeste agile. Donc, voilà. On enregistre ce webinaire aussi. Donc, il va y avoir des parties interactives, tous ensemble. Et il sera possible de désactiver son micro, sa caméra à ce moment-là. Et il y aura aussi des parties interactives entre les gens dans des salles privées. Donc là aussi, vous pourrez, et là on ne sera pas enregistré, donc là vous pourrez aller sans crainte, enlever vos caméras éventuellement pour avoir plus d'interaction avec les personnes qui seront dans la même salle que vous. Et en retour, eh bien, voilà, vous pouvez garder ou pas votre caméra selon votre choix d'être enregistré ou pas. Voilà. La participation de chacun est attendue autant que possible dans la mesure du temps qui nous est imparti pour ce webinaire. La proposition donc, de ce webinaire, c'est explorer en 1 heure. Donc, forcément, time-boxé, on va avoir des petits time-box et on va explorer ces mythes et ces faits à propos de Scrum. Et ça va être certainement plein de surprises car on va utiliser beaucoup l'intelligence collective. Et pour ça, on va utiliser les liberating structures. Bon, je laisserai ceux qui ne connaissent pas liberating structure découvrir par eux-mêmes ce que ça peut représenter. On va aussi utiliser un jeu de cartes fait par des amis qui s'appellent les Liberators, qui décrit d'ailleurs l'usage des liberating structures avec ce jeu de cartes. Donc, ce que j'aimerais que vous remportez avec vous après ce webinaire, c'est la connaissance de ce jeu et de ses pratiques à réaliser avec vos équipes, vos communautés de pratiques et tout type d'organisation. Donc, on va explorer ces mythes et ces faits à propos de Scrum et vous allez utiliser un jeu et les liberating structures. Donc, il y a 2 moyens pour cela. Donc, ce qui est important, ce sont les conversations et non les réponses correctes. D'accord ? Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse laisser à ceux et à celles qui verront ce webinaire plus tard des idées qui alimenteront leur réflexion. Et ma propre contribution ici, c'est de faciliter ceci, donc en time-boxant, et à la fin, donner des pistes à aller découvrir par vous-même pour générer d'autres conversations par la suite autour de vous. Voilà. Ok, donc pour ça, c'est très simple. J'ai prévu un petit Google Slide que je vous montre. Pardon, petit problème entre les clics. Donc ce Google Slide, il y a à peu près il y a 7 slides avec des faits et des mythes, voilà, à aller explorer. L'idée, c'est on va lancer des breakout rooms où vous allez être répartis sur ces différents breakout rooms. Et le fait d'être dans ces breakouts, vous allez avoir un numéro de salle privée, en fait. Et vous allez aller sur le slide qui correspond au numéro de votre salle privée. Et vous allez discuter entre vous de la même salle sur ces faits et ces mythes. Okay ? Donc, pour cela, vous allez avoir 10 minutes de breakout que je vais initier tout de suite. Voilà. Donc, j'arrête le partage pour pouvoir le faire. Et Maxime va vous partager ou vous a déjà partagé le lien pour aller sur cela. Donc, je vais faire 7 salles, voilà, comme 7 slides. D'accord ? Donc, le nombre de participants sera en fonction du nombre que vous êtes. Là, vous êtes à peu près 50. Comme je vous dis, c'est les conversations qui vont être très intéressantes. Donc, je lance les breakouts. Je vous invite tous à rejoindre les breakouts. Dans la salle principale, pendant 10 minutes, il n'y aura rien qui va se passer particulièrement. Tout va se passer entre vous, dans les salles privées,
à discuter des faits et des mythes et à découvrir quels sont pour vous, qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est du mythe, et en discuter entre vous sur ce qui vous paraît pertinent. Au retour, nous ferons un débrief rapide de 10 minutes sur les idées les plus pertinentes qui ont été générées par les groupes dans leur salle. Voilà, donc pour bien compléter le propos de Philippe, vous avez reçu le lien dans le chat. Donc, on vous invite tous à vous connecter sur le lien et à vous rendre, quand vous serez dans les breakout rooms, à vous rendre sur la slide qui porte le même numéro que votre breakout room. Voilà, merci. Donc, j'ouvre les salles. Bien, je vois quelques sourires, c'est super. Merci de vous être prêté au jeu. Donc là, ce que nous allons faire, alors je vais repartager mon écran, je jongle un peu. Donc après ces conversations que vous avez pu avoir et puis ce que vous avez pu faire en termes de sélection, ce que je vous invite à faire, c'est de revenir sur des idées qui vous ont paru ou des choses qui vous ont paru très intéressantes à, voilà, à remonter en grand groupe sur ces différents mythes et faits que vous avez pu explorer. Qu'est-ce qui vous a paru pertinent, que vous voudriez discuter là, enfin rapidement, puisqu'on se donne 10 minutes maximum. Donc chacun, un représentant de groupe éventuellement, ça peut être comme ça que ça se passe, qui prend la parole et qui peut donner. On va peut-être faire un tour de table comme ça, voilà. Voilà. Qui c'est qui veut commencer pour, par exemple, la salle numéro 1 ou la salle numéro X? Et on se donne 10 minutes, j'ai été coupé, pour avoir ces différents feedbacks sur sur les différents mythes, particulièrement peut-être les déclarations qui vous ont paru les plus difficiles à sélectionner entre mythes et faits, par exemple. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, c'est simplement et voir ce qu'il en a découlé de ces discussions que vous avez pu avoir, de ces conversations que vous avez pu avoir. Qui veut prendre la parole? Je peux commencer pour la salle numéro 3, si ça vous va. Très bien. Oui. Je la partage du coup. Super. Vu qu'on doit faire un peu vite, et du coup, vous me direz du coup ceux qui étaient avec moi, je partirai sur le ticket qu'on a mis au milieu, sur lequel on a eu quand même un doute. En fonction du contexte. Donc, le ticket, c'est le Scrum Master est responsable de la croissance personnelle de l'équipe de développement. La question qu'on s'est posée, c'est croissance personnelle, est-ce que c'est le développement personnel ou en termes de compétences pour chacun? Et en fonction de ça, du coup, on s'est dit en fonction de quelle croissance on parle, on l'a mis au milieu. Il y a aussi un autre point qu'on a évoqué, c'est le Scrum Master donc, est là pour être lead et orienter, on va dire, les personnes éventuellement qui veulent monter en compétences. Un autre aspect qu'on a évoqué, c'est le fait, en fait, le Scrum Master ne peut pas forcer les personnes. Donc, si on a en face des personnes qui n'ont pas l'envie ou qui n'ont pas la motivation ou qui veulent avancer sur une autre lancée, au fait, voilà, enfin, qu'elles peuvent le faire. Donc, le mot responsable, donc voilà, il a suscité ce petit débat. Puis en termes de croissance personnelle, on a parlé du coup, est-ce qu'on parle de croissance, de développement personnel ou de compétences techniques? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que pensent les autres sur ça? C'est pas décrit en fait. Je peux vous dire, dans le jeu, c'est pas décrit, il n'y a pas d'explication. Le seul truc, c'est que c'est responsable, non pas dans le sens je dois rendre des comptes, mais plutôt responsable dans le sens c'est ma responsabilité en tant que Scrum Master de faire développer les compétences personnelles. Donc ça peut effectivement des soft skills comme des hard skills. Et moi, je le vois. Alors, plutôt pour, ouais. Plutôt fait, je dirais. Ouais, du coup, ce serait plus ça en fait. D'accord. Un autre feedback. Merci, hein. Merci pour c'est très, très intéressant. Qui c'est qui voudrait aussi intervenir dans notre groupe, par exemple, avec un élément aussi qui pourrait poser problème ou particulièrement qui vous paraît pertinent de relever, comme un mythe, souvent, hélas. Je peux peut-être le faire. Nathan, c'est pour la slide 6. D'accord. S'il n'y a pas d'autres volontaires. On a pas mal discuté, on a perdu pas mal de temps d'ailleurs, sur la mesure la plus importante d'une équipe de développement et lorsque sa vélocité augmente.
Ça semblait, enfin, on en a pas mal discuté, on n'était pas tout à fait tous d'accord, mais on a fini par le mettre dans Meet. Mais c'était assez discuté et je pense que c'est un point assez fondamental et assez récurrent dans la pratique, ce genre de discussion autour de l'importance de la vélocité, des stakeholders qui veulent avoir des retours fréquents sur la vélocité et qui veulent voir la vélocité augmenter. Mhm. Et je pense que c'est, à mon avis, après, c'est une mécompréhension assez lourde de conséquences sur l'utilité de Scrum et sur l'approche produit de manière générale. Et qu'est-ce qui est du coup la mesure la plus importante d'une équipe, pour une équipe Scrum? Et, Euh, Alors, bon, moi, en tant que product owner, hein, j'ai tendance à dire que c'est l'impact du produit. Est-ce que l'utilisateur est content et est-ce que, in fine, est-ce que ça génère de l'argent ou quelque chose pour l'entreprise? D'accord, Ouais, un produit de Donc, valeur. ou la valeur, oui, c'est Mm. ça. tout à fait. En tant que J'ajouterais Scrum, la aussi mesure, c'est peut-être l'auto-organisation, je dirais. D'accord, très bien aussi, oui. la cohésion de l'équipe. Très bien, oui. Est-ce que particulièrement pour l'équipe, enfin, qui n'existe plus dans le Scrum Guide 2020, là, sur l'équipe de développement, mais pour les développeurs, on va dire, qu'est-ce qui serait le succès le plus important pour eux, particulièrement? Et je n'ai pas dit que ce que vous avez dit était faux, hein. C'était si je devais juste faire un focus sur juste eux, quelle serait pour eux voilà, leur mesure qui pourrait leur permettre de progresser? Pour les, pour les développeurs, Oui, ouais. bah, je dis pas que c'est forcément une bonne échelle, mais effectivement, je vois dans mon équipe que lorsque nous arrivons à respecter notre vélocité, voire à la dépasser, et que du coup nous avons très, très rarement des retours derrière sur les tickets que nous arrivons à passer. Donc c'est le fait que nous arrivions à respecter notre engagement sur notre vélocité, voire du coup à la dépasser et donc à augmenter notre vélocité. Pour nous, les développeurs de mon équipe, c'est un indice de succès. C'est peut-être pas la mesure la plus importante, mais c'est un vrai indice de succès quand on voit qu'on est capable de respecter notre engagement. Mais Mais pas c'est au prix de la peut-être qualité, pardon. Pas au prix de la qualité. la qualité, bien sûr que si, parce que la Oui, pas au prix de qualité, la qualité. oui, bien sûr, pas au prix de la qualité. Mhm. C'est-à-dire que si nous voyons que le ticket ne revient pas et qu'il a été validé derrière par la QA et par le produit, nous gageons que le ticket, du coup, a été fait avec qualité et qu'il n'a pas, il n'a pas besoin d'être revu par les développeurs derrière. Donc, la vélocité, pour moi, enfin, pour les développeurs, en tout cas, c'est un indice de succès, en tout cas, je trouve. Et je pourrais rajouter que Alors, justement, si on assure la qualité et la vélocité, c'est vraiment là où il y a le succès. On peut assurer les deux. Oui. moi, je suis développeuse, donc je peux vous donner mon avis. Pour moi, la réussite, c'est un mélange de trois choses. C'est des progrès qu'on fait sur trois axes. Le premier, c'est la montée en compétences techniques et soft skills pour le développeur. Ça, c'est très intéressant pour le développeur. La délivrance de la valeur aussi, parce qu'on veut qu'on travaille quelque chose qui rajoute une valeur au client final. Et la troisième chose, c'est on veut vivre dans une équipe qui se sent à l'aise. Il y a un vrai échange, il y a une vraie communication. C'est Donc pour vrai, moi, c'est oui. trois choses. Très bien. En tout cas, C'est sûr que ça en fait partie, oui, bien sûr, je suis parfaitement d'accord. voilà, donc ce sont toutes des très bonnes réponses et des très bonnes choses à avoir à l'esprit. C'est vrai que sur ce troisième point, on peut l'appeler la sécurité psychologique. Donc ça a été particulièrement révélé par des études, notamment celle de Google, qui dit que la sécurité psychologique, c'est l'élément numéro un qui distingue une équipe qui fonctionne bien, qui a du succès, une équipe qui ne fonctionne pas. Donc ça, je dirais que de manière générale, hein, ça c'est même au-delà des développeurs. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une sécurité psychologique, c'est-à-dire qu'on est capable de discuter, d'avoir des conversations, de ne pas être d'accord. Et à partir du moment où on peut avoir ces conversations, quand on arrive à se mettre d'accord, eh bien, on sait que chacun est engagé
pour l'objectif qu'il est en train d'avoir, parce qu'on a pu vraiment s'exprimer. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir cet engagement. Un engagement qui permet ensuite d'être responsable, d'avoir une responsabilité sur ce que l'on a produit et qui nous donne aussi une appétence à comprendre quels seront les résultats qu'il va y avoir, l'impact de notre produit auprès des utilisateurs et des clients. Ça, c'est je pense aux 5 dysfonctions de Patrick Lencioni qui décrit ça très très bien. Est-ce qu'il y a un autre élément d'une autre salle? Nous sommes à 9 minutes. Je vais juste laisser le temps qu'il y ait une autre personne d'une autre salle qui éventuellement aurait un élément particulièrement intéressant à remonter. Et puis, sinon, après, on va passer à autre chose. Mais je voudrais juste savoir s'il y a un autre élément à remonter qui qui serait aussi utile que celui qu'on a jusqu'à là. Ce sont des très beaux feedbacks. Merci. Ne vous inquiétez pas, hein, juste un élément qui vous bloque, qui vous gêne, et puis pas d'autres éléments à remonter. Je vois. Non, sinon, est-ce qu'il y aurait des faits et des mythes qui auraient été oubliés, par exemple, que vous pourriez éventuellement, que vous auriez eu? J'ai oublié de vous le dire, mais vous aviez la possibilité. Il y en avait un qui était vide exprès pour pouvoir mettre votre propre déclaration et la mettre soit dans le cas fait ou mythe. Est-ce qu'il y en aurait des éléments oubliés? C'est pas le jeu est en Nous, construction. on avait cru qu'il était que c'était une erreur. Ah oui, d'impression. D'accord, c'est pas grave, ça sera. Voilà. C'est un point d'amélioration de mon côté. Il y a différents points d'amélioration que je vois d'ailleurs sur la pratique du jeu. Choisissez le vôtre, par exemple. Voilà. Choisissez le vôtre. Et puis, les règles du jeu qui ont été rajoutées bien gentiment par un co-animateur. Donc, je vous propose maintenant de passer à la suite, c'est-à-dire que c'est une autre liberating structure que nous allons faire et dont voici l'invitation qui est écrite. Donc, en fait, 15% solution, c'est quelque chose qui pourrait s'assimiler au principe de Pareto, c'est-à-dire les 80-20, c'est-à-dire qu'environ 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc, c'est intéressant de se dire qu'on a souvent des petits leviers à notre niveau, d'accord, alors que l'on a justement pas d'autorisation spéciale, pas de ressources spéciales, mais malgré tout, on peut faire quelque chose. Il y a des petites choses qu'on pourrait faire par rapport à des mythes, des malentendus, surtout les malentendus qu'on peut identifier au sein des équipes ou d'organisations qu'on accompagne. Donc, ce que je vais vous demander déjà, c'est de réfléchir chacun. Vous pouvez les noter, vous pouvez y réfléchir tout simplement par rapport aux mythes que vous avez pu voir, mais vous pouvez aussi vous balader ailleurs. Et ceux qui vous ont paru les mythes qui vous paraissent les plus dérangeants au quotidien dans les équipes, ce que vous avez pu remarquer, faire une petite liste de solutions toutes simples que vous pourriez expérimenter comme ça, là, demain, voilà, ou aujourd'hui même, d'accord, au sein des équipes, et vous n'avez pas besoin de grand-chose, et qui pourrait avoir un impact, c'est l'effet papillon, des fois aussi, on pourrait parler de ça. Et donc, ce que je vous demande, je vous demande 3 minutes, je vous laisse en silence, là, 3 minutes, réfléchir à ça, et ensuite, je vous enverrai dans des breakouts rapidement, 5 minutes, de conversation vous serez par 2. Je vais essayer de le faire en attendant. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus, et ensuite, je lance des breakouts. Voilà. Donc, je vais recréer des salles. Je vais vous envoyer en breakout plus large, d'accord? Vous ne serez pas forcément avec les mêmes personnes. Alors, pareil, hein, comme tout à l'heure, on se donne 10 minutes maximum, hein, c'est le time box et le maximum, sur ces fameuses petites listes de solutions ou tout simplement de solutions très simples que vous voudriez faire part ici, là, dans le webinaire.
sur des idées que vous avez discutées avec vos partenaires ou votre partenaire d'apprentissage. Qu'est-ce que vous voudriez remonter qui pourrait servir à attaquer ou résoudre un malentendu qui existe et que vous avez déjà constaté pas mal de fois dans les équipes, des organisations, communautés de pratique. Je voudrais bien, si possible, prendre la parole en premier très rapidement Bien, oui, pour quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'organisations pour lesquelles enfin de boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, que le rôle de Scrum Master devait être fait à temps plein, à 100% par la personne qui endossait ce rôle. Et je voulais partager mon expérience en tant que développeuse qui a apporté un peu le Scrum dans mon équipe et qui ensuite, nous avons tous travaillé pour l'évangélisation du Scrum au sein de ma team et également des autres teams de développeurs qui étaient autour de nous. Et nous avons pratiqué le rôle tournant de Scrum Master. Tout le monde pouvait être Scrum Master dans l'équipe par sprint. Et effectivement, c'est une pratique que j'ai vue pas mal condamnée sur beaucoup de sites et qui était encouragée sur d'autres. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas. En tout cas, d'expérience, et ça nous a permis de beaucoup faciliter notre méthodologie de travail, notre vélocité, la qualité de nos livrables aussi. Ça nous a permis même si les développeurs continuaient de développer en parallèle de leur rôle de Scrum Master, ça nous a permis de vraiment avancer dans notre organisation et aussi dans le fait de souder l'équipe. Donc, je voulais juste apporter mon expérience là-dessus, que le rôle tournant de Scrum Master est même endossé par des développeurs, peut être une très bonne chose pour les teams. oui. Voilà. Très bien. Moi, Pardon. Vas-y. Moi, j'ai envie de rebondir sur ça parce que on pratique la même chose dans mon équipe, un Scrum Master tournant, mais tournant sur les membres qui sont intéressés par ce rôle, Oui, pas tout le monde. Et c'était l'idée, ça émergeait de l'équipe en voyant que le PO, il est sous l'eau parce qu'il fait à la fois PO et SM. Et dès qu'on a commencé à faire ça, toute l'équipe elle est plus impliquée. Le PO, il trouve un peu plus de temps pour s'occuper plutôt à son travail que le travail de SM. Et là, c'est une deuxième question que je pose en plus de ce que vous avez posé, c'est est-ce que c'est mieux qu'avoir un tour de SM tournant sur les devs qu'avoir un PO qui joue le rôle d'un PO et SM à la fois. Donc, Bien, ouais, c'est des très belles. Merci. Je peux rebondir là-dessus, peut-être? Ah oui, bien sûr. Du coup, je pense que dans le contexte où vous êtes, quand il n'y a pas de Scrum Master, il vaut mieux un Scrum Master de gens intéressés, motivés, en bottom-up, qui remonte le Scrum comme vous l'avez fait, et c'est positif. Après, dans l'idéal, je vous confirme qu'un Scrum Master indépendant, qui a un œil extérieur à l'équipe de développement et extérieur au PO, qui peut voir peut-être des petits défauts qu'il y a et essayer de les remonter via des ateliers que vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez, c'est encore mieux. Mais c'est un bon départ. En fait, il faut mieux un peu de Scrum que rien du tout. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, si vous avez un Scrum Master et une boîte où vous pouvez leur dire, s'il vous plaît, embauchez un Scrum Master et ça va tous nous aider, ça sera encore mieux. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. C'est mon avis. Ouais, il y a un certain équilibre sain dans ces rôles-là, justement. Je suis assez d'accord aussi, je partage. Donc, merci beaucoup. Et très bien, toutes ces trois interventions extraordinaires. Et je souscris complètement dans ce qui a été dit. Je vais vous dire un truc, pour moi, il n'y a pas pire qu'avoir un PO qui est aussi Scrum Master, parce que sinon, là, on n'a rien fait en fait. Hein. On est juste en mode classique. Et ensuite, avoir un Scrum Master tournant, c'est aussi une bonne manière d'engager l'équipe dans la pratique de Scrum au lieu qu'elle soit imposée, ça vient d'eux aussi. C'est aussi une très bonne manière de faire. Et en plus, on a tous été, je veux dire, pour certains développeurs qui devient Scrum Master et qui fait son travail de Scrum Master en étant développeur. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Et je peux vous dire que ça a participé énormément à ma motivation et au succès que j'ai pu avoir dès le départ. Oui. Ensuite, oui.
Ensuite, pour rejoindre sur la dernière intervention, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur et qui puisse jouer ce rôle-là, c'est aussi intéressant, d'autant plus que le Scrum Master a un travail important à faire pour remonter les dysfonctionnements qu'il voit sur le terrain à l'organisation, pour pouvoir faire évoluer l'organisation pour que justement ces équipes Scrum réussissent et ne soient pas bloquées par plein de blocages, d'obstacles qu'il y a organisationnels. Donc, du coup, ça veut dire que cette personne-là va être moins présente dans l'équipe à partir voilà. Donc, ce que je peux… Question rapide. Pardon. Oui. Juste petite question rapide. Tu m'entends, Philippe? Oui. C'est la question en fait vis-à-vis de ces organisations avec un Scrum Master tournant. Oui. Quid de la question? Pourquoi on a un rôle de PO? Pourquoi on a un rôle avec des développeurs? Et du coup, pourquoi le rôle de Scrum Master il serait tournant? Et pourquoi du coup, on n'aurait pas un rôle tout simplement dédié au Scrum Master? C'est la question que je me pose vis-à-vis de ce type d'organisation Scrum Master tournant. Ce n'est pas forcément Scrum Master tournant dans ce type d'organisation, c'est que souvent dans les organisations, il va y avoir un peu de mal à trouver un Scrum Master par équipe. Ça peut arriver hein, qu'en fait, ils trouvent des gens qui prennent ce rôle à temps plein. Mais peut-être qu'ils ne vont pas trouver du temps plein pour toutes les équipes. Donc ça pourrait arriver. Mais c'est un problème de structure qui considère mal le rôle de Scrum Master, mais le rôle de Scrum Master, il prend du temps. Et malheureusement, si les développeurs sont obligés de le faire, eh ben, on perd une valeur du Scrum qui est le focus. Être focus sur sa tâche. Et du coup, on va être dispersé. On va avoir du travail de Scrum Master à faire. Moi, je vous dis, c'est mieux d'en avoir un séparé. Après, s'il n'y a rien, c'est toujours mieux de le faire en tournant et de trouver des solutions. Mais on perd un peu de focus, on perd un peu de Scrum en faisant ça. D'accord. En fait, c'est tout à fait. J'inversais la question pour arriver à ce type de raisonnement. C'est de se dire, du coup, en fait, pourquoi l'organisation prendrait le parti pris de se dire que le rôle de Scrum Master, il est difficile ou il serait tournant ou que sais-je, en fait. Moi, je peux vous répondre par rapport à ça. Dans mon cas, le rôle de Scrum Master, c'est juste une solution qui était trouvée par l'équipe de dev et qu'on pratique ça en fait, on ne dit pas ça à l'organisation. C'est juste nous, on fait ça par volontariat. C'est juste, voilà. Oui. Oui. Je vais vous dire un truc. Façon informelle. Je vais vous dire un truc. Moi, ma contribution que je voudrais vous apporter aujourd'hui, ce que j'aime, moi, ce qui est toujours, quand je vois qu'il y a un dilemme, c'est-à-dire un choix, soit l'un, soit l'autre, etc., j'aime bien avoir une troisième voie. Et pour moi, si vous voulez, si on a la possibilité d'avoir un Scrum Master, ce qui est très très bien dans une équipe, et qu'on voudrait aussi que l'équipe s'approprie aussi Scrum, eh bien, le Scrum Master pourrait éventuellement envisager de déléguer ou en tout cas de faire tourner justement, par exemple, une partie de son rôle, comme notamment la facilitation de cérémonies, voilà, et différentes activités qu'il pourrait avoir. Donc, du coup, on peut avoir, je dirais, à la fois un rôle de facilitateur, on va dire, tournant, sur lequel le Scrum Master va être un mentor de cette personne-là. Et en plus, l'avantage, c'est que si cette personne-là, eh bien, elle est développeuse, on est développeur et on doit se concentrer justement sur sa tâche. Donc, il y a des moments où on ne pourra pas faire certaines activités qu'aurait pu faire le Scrum Master, notamment d'observer, de pouvoir poser des questions, de venir débloquer tel ou tel, d'aller à l'aide, aider certaines personnes, par exemple, comme on le voudrait. Eh bien, du coup, il y a toujours le Scrum Master qui serait là. Et donc, on a l'avantage d'avoir cette… on parle souvent en systémique de rôle délégué. Donc, on peut déléguer des rôles comme, par exemple, ne serait-ce que dans une cérémonie, qui c'est qui va prendre le temps, qui c'est qui va faire la partie animation, qui c'est qui va prendre des notes pour… voilà. Donc, tous ces trucs, toutes ces choses-là, c'est tout à fait possible. Et moi, voilà, c'est ça que je voulais vous proposer. Voilà, on est à 9 minutes 43. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui brûlerait aussi qui serait brûlant et qui serait intéressant et avec des idées, avec une idée là-dessus, aussi belle que celle-là?
Oui, moi j'ai une idée. Oui, vas-y. En fait, j'ai pensé que s'il y avait des malentendus au niveau de l'équipe, si le Scrum Master peut faire un travail là-dessus et préparer des questions et donc envoyer des sondages anonymes aux membres de l'équipe pour savoir où l'équipe en est. Et ensuite pouvoir agir ou pouvoir agir sur la culture agile ou sur le mindset de l'équipe. D'accord. Très bien, oui. L'idée des sondages, c'est, je dirais, en privé, c'est-à-dire c'est quoi? Pour laisser les personnes libres de s'exprimer. D'accord. Ou d'exprimer leurs attentes, admettons. Est-ce que c'est parce qu'ils auraient peur de s'exprimer ou est-ce que c'est pour leur permettre justement de s'exprimer, tout simplement? Parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Plutôt parce qu'ils auraient peur, oui. D'accord. Ok. Qu'ils puissent le faire en effet, tranquillement. Alors, Philippe, il reste 2 minutes. Peut-être falloir conclure rapidement. Ah oui, c'est vrai. En effet. En tout cas, la sécurité psychologique, c'est vraiment un point important. Hein. Donc ça, on le voit, on le ressent. C'est vraiment un sujet qu'il faut avoir en tête. Et en tant que Scrum Master, s'il y a vraiment une action qu'on peut avoir au sein de l'équipe, c'est créer cette sécurité psychologique. Voilà, je voulais vous dire qu'il y avait des références, beaucoup de choses à découvrir, que je vous invite à vous découvrir par vous-même. Ça m'a beaucoup inspiré, notamment depuis ces 3 dernières années. Ça vient, la plupart de mes amis, les libérateurs, qui ont fait ce jeu qu'on a pratiqué. Et ils pratiquent énormément les liberating structures également. Ça m'a alimenté à la fois mes pratiques, mes croyances et aussi ma posture en tant que coach agile. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Sur les mythes, justement, vous pourrez trouver, il y a 17 articles, pour vous dire, et je peux vous dire que chaque article a une valeur importante et pourrait vous faire voir Scrum, ou en tout cas le fonctionnement de votre équipe, différemment. Il y a un livre qu'ils ont sorti qui s'appelle Zombie Scrum Survival Guide. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir, mais je voulais le mentionner parce que c'est leur thème principal, les zombies Scrum. Et puis, ils ont fait 28 articles maintenant, alors peut-être plus bientôt, sur les liberating structures. C'est vraiment et leur application pratique dans Scrum. Donc, les liberating structures, autant vous dire que par rapport à la sécurité psychologique, le problème que les gens ne s'expriment pas ou peu, eh bien, je peux vous dire que c'est un moyen qui va permettre de créer ces conversations, comme on a essayé de faire en 1 heure. Donc voilà. Et pour finir, un superbe article, white paper, donc sur le framework Scrum qu'ils ont updaté depuis mise à jour avec le Scrum 2020, pour réduire le risque. Donc un framework pour réduire le risque et délivrer de la valeur sooner, donc le plus tôt possible. C'est, si j'ose dire, la valeur principale d'une équipe Scrum pour moi, réduire le risque et délivrer une valeur le plus tôt possible. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Il y a eu pas mal de choses. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les envoyer dans le chat. Et puis, on essaiera si vous avez vous laissez vos coordonnées, je peux vous envoyer des éléments de réponse. Voilà. On aura donc les réponses, qu'est-ce que c'est un mythe et qu'est-ce que c'est un fait? Les réponses, je vous invite à aller voir sur les différents articles que je vous ai partagé, qu'on vous a partagé, que je vous ai partagé, les liens qu'il y a avec. Ils répondent très très bien à ça sur une grande majorité. Mais comme je vous dis, c'est pas une question de réponse correcte. Ce qui est important, c'est de savoir dans le contexte dans lequel je suis, la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et éventuellement de se dire là il y a quelque chose, je suis pas sûr que ça soit super, c'est plus du mythe qu'un fait pour moi, c'est plus un malentendu. Et donc qu'est-ce que je peux faire avec mon équipe pour remédier à ça? Qu'est-ce que je peux trouver comme idée, comme solution simple
Est-ce que ça répond à la question? Donc, Oui, tout à fait. Merci. merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci à vous de votre participation, d'avoir joué le jeu. Et j'espère que ça vous inspire et que vous pourrez donc repartir avec une technologie, hein, comme disent les anglophones, une technologie pour pouvoir battre en brèche tout ce qui serait mythe par rapport à Scrum et qui pourrait faire progresser vos équipes. Et vous. Merci Philippe, merci à tous pour votre participation. Et si vous le souhaitez découvrir nos autres webinaires, ils seront tous sur la page YouTube de SOAT. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir.